Je tiens à remercier tous nos conférenciers pour avoir investi temps et effort pour produire cette formation vidéo, en espérant que vous en tirerez profit dans votre pratique professionnelle de tous les jours. Les vidéos, les présentations PowerPoint de nos conférenciers, les revues de presse et autres documentations sont matière à 5 auto-évaluations en ligne, donnant droit à 5 UFC chacune, pour un total de 25 UFC. La documentation et l'étude illustrée ci-contre est accessible suite à votre inscription sous l'onglet Formation vidéo de la Corpo au coût de 50 $ par auto-évaluation. Je vous rappelle que le visionnement de cette formation vidéo vous est offert gratuitement grâce à l'appui de nos commanditaires que nous remercions très chaleureusement, en particulier Novo Nordisk, sans qui cette formation n'aurait pu avoir lieu. On sait aujourd'hui que l'obésité est une condition propice à l'éclosion de plusieurs maladies chroniques. Bonne nouvelle, on sait maintenant que la plupart de ces maladies chroniques sont réversibles par le seul fait d'adopter une meilleure hygiène de vie. Le mot hygiène tire d'ailleurs son origine de la mythologie grecque, selon laquelle la déesse Hygie symbolise la médecine préventive. Alors, merci de participer à ce programme de formation vidéo intitulé « Stratégie préventive en milieu de travail face à l'obésité ». Dans un instant, vous allez visionner la capsule 4 qui traitera des programmes santé et présence attentive face à l'obésité. Comme indiqué au programme, notre prochaine invitée est fondatrice de Zen et compagnie, créée il y a plus de 10 ans pour offrir aux entreprises des solutions afin de promouvoir la santé et le mieux-être auprès de leur équipe. Julie Banville a plusieurs cordes à son arc. Elle enseigne le yoga et la mindfulness depuis 2006. Elle est auteure de livres sur le yoga publiés en France et au Québec. Elle utilise le yoga thérapeutique en réadaptation auprès des assureurs et des employeurs en accompagnant des personnes en arrêt de travail. Julie a complété récemment un DES en gestion de la formation visant le développement de l'humain en entreprise et la gestion du changement. Son sujet, programme santé et présence attentive face à l'obésité. Accueillons chaleureusement Julie Banville. Alors, je suis contente d'avoir l'opportunité de présenter aujourd'hui sur le thème, en fait, de la présence attentive en milieu de travail, la méditation de la présence attentive, mais encore plus aussi le lien qu'on peut faire avec l'obésité. Donc, sans plus tarder, on va regarder le plan de la présentation. On va commencer par regarder qu'est-ce que c'est la présence attentive. On va ensuite distinguer qu'est-ce que c'est la présence attentive par rapport à la méditation. Donc, c'est quoi la distinction entre les deux? On va également regarder pourquoi cette approche-là en milieu de travail est pertinente et elle peut être très intéressante. Ensuite, on va passer plutôt au niveau de comment on peut favoriser la gestion de poids grâce à la présence attentive. Et par la suite, donc vers la fin de la présentation, on va regarder comment on peut implanter un programme en milieu de travail et on va même faire à la fin de l'activité, on va même faire une petite séance pratique pour voir comment on peut intégrer ça, une séance type dans une réunion, par exemple. Donc, commençons par qu'est-ce que la présence attentive? Vous avez certainement déjà, lorsque je pose la question en fait aux gens, qu'est-ce que c'est la présence attentive, souvent on va me répondre, ou même quand je pose la question, qu'est-ce que c'est la méditation, souvent on va me répondre que c'est de s'arrêter, de prendre un moment pour soi, d'être zen, d'être calme, d'être au moment présent. C'est un peu les mots qui reviennent. En fait, la présence attentive, c'est une capacité naturelle qu'on a tous et on peut s'en souvenir si vous avez jamais expérimenté. Imaginez-vous un moment dans votre vie que vous avez eu ou une activité que vous faites dans laquelle vous êtes 100% présent à ce que vous êtes en train de faire, que vous n'êtes pas déconcentré ni par des pensées, ni par qu'est-ce que vous avez à faire avant plutôt qu'est-ce que vous avez fait avant ou qu'est-ce que vous avez à faire après et vous êtes vraiment concentré sur le moment présent dans une activité ou dans un moment particulier. C'est là c'est un petit peu un indice là, qu'on est en pleine conscience, qu'on est dans l'état de présence attentive. Si on regarde en tant que tel la définition, premièrement, vous voyez que les synonymes, moi j'aime bien utiliser le mot présence attentive parce que je trouve que ça explique bien qu'est-ce que c'est, ça illustre bien, mais on peut aussi utiliser les termes pleine conscience, qu'on entend beaucoup, et également mindfulness, qui est évidemment la version en anglais. Alors, au niveau de la définition, on parle d'une capacité à être 100% présent à son environnement, extérieur comme intérieur. Donc, mon environnement qui est à l'extérieur de moi et à l'intérieur. C'est aussi d'avoir donc cette vigilance, de tomber dans un état où on est dans une vigilance à observer notre environnement avec curiosité, acceptation, ouverture et bienveillance.
Donc, c'est souvent là que des fois, on peut être au moment présent, mais on est en train, par exemple, de penser à quelque chose ou de porter un commentaire ou une critique sur la situation. L'idée de la pleine conscience, c'est pour ça qu'on intègre le mot bienveillance, c'est vraiment de voir comment on est en mesure d'être ici maintenant, mais d'être en mesure d'avoir cette ouverture-là aussi au niveau de laisser la situation telle qu'elle est et voir comment on peut être dans l'acceptation de ce qui est présent actuellement. Rapidement, au niveau de l'historique, la pleine conscience, donc le mindfulness, ça a des racines bouddhistes. Et la science y est intéressée dans les années 80 avec le professeur, en fait, Jon Kabat-Zinn, qui a créé dans les années 80 un programme qui s'appelle, c'est un programme Mindfulness-Based Stress Reduction, donc c'est en anglais. C'est un programme de 8 semaines qui permettait, en fait, de mieux gérer le stress et mieux gérer la douleur. Donc, le stress, l'anxiété et la douleur. Donc, c'est là qu'on a vraiment de plus en plus vu des études qui ont été faites sur le sujet, puis on peut voir à quel point ça peut être utile. Et dans les dernières années, vous avez peut-être constaté qu'en milieu de travail, on en entend de plus en plus parler. Si on va un petit peu plus loin au niveau de, justement, c'est quoi la différence entre la présence attentive par rapport à la méditation? Parce que souvent, on confond ou on met ensemble ces deux termes-là. Moi, j'aime bien l'expliquer de cette façon-là. La présence attentive, ça se trouve être un état dans lequel on est et dans lequel on peut faire nos activités dans cet état-là. Donc, il y a plusieurs types de pratiques qui peuvent induire l'état de présence attentive, qui est d'être au moment présent, mais on a vu la définition tout à l'heure. Donc, je vous ai mis quelques exemples de pratiques qui vont induire cet état-là. Donc, par exemple, des techniques de respiration, on peut faire du mouvement. J'ai mis le mouvement, mais ça peut être n'importe quelle activité physique, en autant qu'on reste présent attentivement. Donc, en autant qu'on reste présent dans l'activité qu'on est en train de faire. La relaxation peut être un bon outil, la visualisation, mais vous pourriez inclure à ça tout autre type d'activité que vous aimez faire dans le quotidien, comme je mentionnais tout à l'heure, qui vous permettent de rester vraiment dans le moment et d'être pleinement conscient à ce que vous êtes en train de faire. À la différence, la méditation est un outil, comme le sont d'autres outils. La méditation va aider à cultiver la présence attentive. Ce qui est intéressant de la pratique méditative, évidemment, c'est une pratique qui est très personnelle, donc on veut l'intégrer dans son quotidien. Moi, j'aime bien dire 5 minutes, c'est parfait si on a 5 minutes par jour. L'idée le plus difficile, en fait, c'est d'instaurer la pratique et d'avoir la rigueur et la discipline de le faire. Mais ça peut commencer simplement par être un 5 minutes en silence à chaque jour, qu'on construit, par exemple, une espèce de pratique de cette façon-là où on le fait régulièrement. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas tant la longueur, mais c'est de dire comment je peux intégrer ce moment-là. Et on va faire une petite pratique à la fin, mais ça peut simplement être un moment en silence. On sait à quel point que le silence est quand même assez rare de nos jours. Donc, simplement d'avoir un 5 minutes en silence, les yeux fermés, ça serait déjà un bon début pour instaurer une pratique méditative. Donc, la méditation, ça se trouve être un outil, comme d'autres, pour cultiver plus de présence attentive dans le quotidien. Maintenant, on va commencer à regarder donc, en milieu de travail. Pourquoi est-ce qu'en milieu de travail, la présence attentive, la méditation, ces pratiques-là peuvent être intéressantes? On se rend peut-être compte, moi j'appelle ça le mode survie, là, j'aime bien l'utiliser comme ça, en fait, c'est qu'on se rend compte que le mode survie est généralisé. Donc, qu'est-ce que c'est le mode survie, en fait? C'est de faire face à un stress élevé, un stress chronique, et d'être constamment dans un mode où on est en réaction par rapport à ce qui se passe. Donc, appelons ça le mode survie. Pourquoi ça peut être intéressant d'inclure ça? Oui, dans les programmes santé mieux-être, mais également dans les pratiques de gestion. Comment on est capable d'implanter ce type de pratique-là pour aider à favoriser la santé des employés? Parce que ce qui arrive, c'est que quand on est stressé, et ultimement, ça amène aussi beaucoup de fatigue, on a tendance à utiliser la partie du cerveau dite plus primitive ou mammifère. Et cette partie du cerveau-là nous amène à être en pilote automatique. Donc, vous avez peut-être remarqué, qu'est-ce que c'est le pilote automatique? C'est, par exemple, on sort de la maison et là, on est dans la voiture et on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment verrouillé ma porte avant de partir? Donc, ça veut dire que l'esprit était ailleurs lorsqu'on a fait l'activité en question. Le pilote automatique, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va nous amener à avoir des comportements qui sont habituels, qui sont récurrents, auxquels on est habitué. C'est un mode, en fait, d'utiliser cette partie-là du cerveau dans notre gestion quotidienne.
ça consomme moins d'énergie. Donc lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est stressé et fatigué, bien, on a tendance à utiliser plus ce mode-là qui est moins exigeant. On va regarder ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réponse au stress. Donc, quand on est dans cet état-là, premièrement, je vais vous parler des 3 stades d'évolution. Les 3 stades d'évolution, c'est que lorsque on ressent un stress, donc un stresseur qui se présente devant nous, il va avoir premièrement une réaction d'alarme. Donc, notre organisme va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, donc il va se mettre en mode veille, il va observer qu'est-ce qui vient de se passer. Ensuite, il y a une phase de résistance, c'est-à-dire que dans cette phase-là, on va s'adapter au stress. Parce qu'il faut savoir qu'on va s'adapter en fait au stresseur. Parce qu'il faut savoir que le stress, en fait, c'est simplement un mécanisme d'adaptation. Donc, lorsque l'organisme perçoit un stresseur dans l'environnement, il va s'adapter à cette situation-là et il va mettre en place des mécanismes. Donc, on va s'adapter à la phase 2 au niveau de la résistance, on va s'adapter. Mais éventuellement, et c'est là qu'on arrive dans une période plus de stress chronique, c'est lorsqu'on maintient un stress sur une longue période, bien, éventuellement, ce stress-là va nous amener à épuiser nos ressources parce que ça demande énormément d'énergie de gérer ces stresseurs-là au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe physiquement, physiologiquement dans notre corps? Bien, au niveau des différents symptômes, si je peux dire ça comme ça, mais les sens vont se mettre en alerte parce qu'on doit surveiller qu'est-ce qui se passe. Le cœur s'accélère, la circulation sanguine également. Les muscles vont avoir tendance à se contracter. La respiration s'accélère, mais se raccourcit également. Donc, comme je disais tout à l'heure, le système primitif va prendre le contrôle en mettant de côté un petit peu tout ce qui est pensée analytique, mais aussi notre capacité de concentration, notre capacité de prendre des décisions, notre capacité à être plus créatif. Et on sait aussi que ça peut amener un dérèglement hormonal et une prise de poids lorsqu'on maintient un stress important sur une longue période. Si on regarde maintenant, donc, face à un stress, donc imaginons qu'il y a un stresseur qui s'est présenté devant nous, ça va engager ce qu'on appelle le mode survie. Donc, vous voyez dans la colonne, là, le mode survie, il y a 3 réactions. Donc, en réponse à un stresseur, il y a 3 réactions dans l'organisme qui vont se passer, c'est-à-dire soit je vais lutter contre le danger, soit je vais fuir face à un danger, ou soit je vais figer lorsqu'un danger se présente. Encore une fois, on se rappelle qu'un stresseur, c'est un élément qui va être perçu comme potentiellement dangereux. Donc, l'organisme va quand même se mettre en mode, même si le stress n'est pas... Des fois, le stress est généré par les pensées. Donc, c'est pas toujours un stress qui est concret dans notre quotidien qui se présente devant nous. Mais quand même, une pensée peut générer une réaction de stress dans l'organisme. Donc, lorsqu'on arrive en mode survie, bien là, on risque d'être envahi par les sensations. Quelles sont les sensations? On en a parlé juste un petit peu avant, mais les sensations, justement, la respiration s'accélère, le cœur bat un peu plus vite. On peut avoir des nœuds dans l'estomac, on peut avoir les muscles qui se contractent. Donc, on a différentes réactions qui sont différentes pour chaque personne, mais c'est intéressant de savoir quelles sont nos sensations, qu'est-ce qu'on ressent, en fait, lorsqu'un stress est présent. Et ensuite, on a 2 options de réaction. Donc, on a la réaction que j'ai sur la présentation, donc on voit sur le retrait ou l'évitement. Donc, on peut avoir une réaction qui fait en sorte qu'on veut qu'il ressemble finalement à fuir, c'est-à-dire je vais faire un retrait, je vais éviter la situation pour éviter de faire face à cette sensation-là qui s'est présentée. Je pourrais aussi, au contraire, me mettre en action encore plus, à verbaliser les choses, en l'expression. Si c'est de la colère, je peux exprimer de la colère. Donc, à ce moment-là, je vais vraiment me mettre en action par rapport à une situation qui se présente. Donc, je vais être réactive. Et il peut aussi avoir une compensation qui se fait. Donc, compensation, fuite. Quand il y a beaucoup d'émotions, quand il y a beaucoup de sensations qui sont créées par le corps, il y a un mal-être qui s'installe. Les différents types de compensation, c'est quoi? Mais on travaille encore plus, on s'étourdit par plein d'activités. Ça peut être lié à l'alcool, à la drogue, mais également aussi à la nourriture. Donc ça serait au niveau des différentes réactions d'un côté qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, et c'est là que ça fait référence un petit peu plus à la pleine conscience, c'est qu'on peut aussi avoir une réaction de dire, bon, j'ai des sensations qui se présentent, il y a un stress qui est présent, de noter qu'est-ce qui vient de se passer, d'observer, de noter la situation, d'accepter, de regarder est-ce que c'est possible que j'accepte la situation qui est présente.
Et si possible, donc à ce moment-là, une fois que j'ai pris connaissance, j'ai observé ce qui est en train de se passer, comment je peux rééquilibrer mon organisme, comment je peux rééquilibrer ma réaction face à ce qui vient de se passer, le stresseur qui s'est présenté. Ça m'amène à vous parler de l'autorégulation. L'autorégulation, moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve que c'est un outil qui est très, très intéressant parce que permet en fait, et c'est là où le lien se fait avec la présence attentive, c'est que l'autorégulation va nous permettre, premièrement, d'observer ce qui vient de se passer et ensuite de réagir et de reprendre un petit peu le dessus sur notre état. Donc, si on regarde la définition en tant que telle, on parle d'une capacité à être attentif à notre état. Donc, ça ressemble un petit peu à la définition de présence attentive que je mentionnais tout à l'heure. En fonction des stimuli extérieurs, et être intérieur ou extérieur, et être en mesure de s'adapter en fonction de la situation. Donc, c'est vraiment une capacité où on vient s'auto-réguler. Il y a un professeur que je trouve très intéressant, professeur Stuart Shanker de l'Université de York, qui est un professeur en philosophie et en psychologie. Il est aussi fondateur et directeur scientifique de l'Institut d'autorégulation et il propose en fait, lui, 6 éléments à une autorégulation optimale. Il parle de, premièrement, la capacité à reconnaître la cause du stress, la capacité de reconnaître les facteurs stressants, la volonté de composer avec ces facteurs stressants, la capacité de trouver des stratégies pour composer avec ces facteurs-là, la capacité de se remettre efficacement d'une situation stressante et la capacité de se sentir et de se savoir calme, concentré et attentif. Donc, vous voyez que dans cette définition-là de l'autorégulation, il y a certains éléments qui sont en lien, qui viennent directement en lien avec le fait de cultiver une meilleure présence attentive dans le quotidien. Regardons maintenant les bienfaits de la présence attentive. Ce qui est intéressant avec les études, justement, de John Kabat-Zinn, c'est qu'ils ont été en mesure de définir plusieurs bienfaits, d'évaluer et d'étudier plusieurs bienfaits reliés à cette pratique-là. Donc, on a la diminution du stress, la réduction de la rumination, ce que j'appelle aussi le ralentissement du hamster dans sa roue, l'amélioration de la capacité d'attention, de concentration, de mémoire, la diminution de la réactivité émotionnelle, donc une meilleure gestion des émotions, simplement par la prise de recul, justement. Et ça améliore aussi les relations parce que quand on développe cette pratique-là, quand on cultive cette pratique-là, ça nous amène à être vraiment présent quand on est en conversation avec quelqu'un. Donc, au lieu de penser à la prochaine phrase qu'on va dire, on essaie de revenir ici maintenant pour se concentrer vraiment sur la conversation qu'on est en train d'avoir. Donc, de ne pas être là seulement physiquement, mais également mentalement aussi, d'être présent à la situation. Ça améliore également le sommeil et la créativité. Ça stimule la créativité. Si on poursuit donc en lien avec la gestion de poids, ça serait quoi les bienfaits? Mais il y a plusieurs études donc, qui ont démontré que la pratique de la présence attentive va améliorer certains comportements alimentaires, dont ce qu'on appelle l'hyperphagie. Donc, l'hyperphagie, c'est d'avoir des périodes où on consomme une grande quantité de nourriture en peu de temps. Ça va aussi améliorer le comportement. Donc, en français, c'est une traduction libre, disons-le comme ça. Donc, quand on appelle, on dit souvent manger ses émotions. Donc, quand il y a une émotion qui se présente, il y a un mal-être qui est présent, bien, on va aller vers le frigo, vers l'armoire, aller chercher quelque chose qui va nous réconforter pour le moment. Et on peut aussi manger par stimuli externe. Ça veut dire que je sens une odeur de nourriture ou je vois la nourriture, je ne me pose pas la question est-ce que j'ai faim ou non, je vais vers l'aliment à ce moment-là directement. Donc, on sait que la présence attentive a des bienfaits sur ces 3 pratiques, ces 3 comportements alimentaires-là. Si on poursuit un petit peu plus loin, en regardant ce qu'on appelle le cycle de la dépendance, et le cycle de la dépendance s'applique encore une fois à, on se souvient, tantôt on a parlé de tout ce qui était compensation, donc on peut compenser lorsqu'on est stressé, lorsqu'il y a un mal-être, on peut compenser de différentes façons. Par l'alcool, par la drogue, par la nourriture. Donc, le cycle s'applique quand même. Donc, on est tous coupables à un moment ou à un autre d'avoir eu des comportements alimentaires, justement, où on est allé vers le frigo parce qu'on vient d'avoir un appel qui s'est mal déroulé ou il y a eu une mauvaise nouvelle qui nous arrive et là, on va directement vers la nourriture ou on est devant la télévision puis on ne se rend pas compte qu'on a passé à travers le sac de chips. Donc, ce qui arrive dans le cycle, et si ça arrive évidemment occasionnellement,
c'est correct, c'est lorsque la présence, c'est lorsqu'on se rend compte que c'est récurrent, bien là, on peut voir comment on peut peut-être trouver des outils. Donc, si on regarde le cycle de la dépendance, on peut commencer par voir qu'il y a un stresseur. Donc, on revient un peu aux éléments de stress. Il y a un stresseur qui s'est présenté devant nous. On a une réponse au stress, donc on s'adapte à la situation, on adapte notre comportement, ça nous amène potentiellement un déséquilibre. Ce déséquilibre-là va amener un malaise, un mal-être, peut-être de l'angoisse, et là, on va chercher une solution pour contrer ce malaise-là qu'on ressent à l'intérieur. Généralement, on va vers des solutions qui sont immédiates et qui sont connues. Donc, c'est là où on a tendance à partir vers des comportements qu'on est habitué. Et on peut faire donc des comportements d'autorégulation par la gratification, par la consommation, encore une fois, de drogue, d'alcool, de nourriture. Et on a après ça une impression de satisfaction, mais qui va être à court terme, parce qu'après ça, la culpabilité peut embarquer. On sait qu'on n'a peut-être pas pris le meilleur comportement. Donc, et ensuite, bien, il peut y avoir les conséquences au niveau de la culpabilité, la honte, et on revient initialement au même point. Donc, l'idée de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est le cycle de la dépendance, c'est qu'on voit que lorsqu'on intègre la pleine conscience, donc lorsqu'on revient au moment présent, bien, lorsque l'angoisse arrive, lorsque le stress, le malaise est présent et on ressent les sensations, c'est là où, avec l'autorégulation, avec le fait de développer, de cultiver la présence attentive, ça nous permet de revenir à observer qu'est-ce qui vient de se passer et comment je peux peut-être autoréguler ma sensation pour revenir dans un état de mieux-être ou de calme. Donc, c'est ce qui permet au niveau de l'alimentation. Donc, si je conclue au niveau de l'alimentation, en fait, c'est que ça va permettre, lorsqu'on revient à l'équilibre, bien déjà, ça va nous permettre de savoir est-ce que j'ai réellement faim présentement? Est-ce que en mangeant, est-ce que je suis en mesure de détecter c'est quand est-ce que la faim est terminée, donc le sentiment de satiété, à quel moment elle arrive? Et ça nous permet aussi, lorsqu'on prend un certain recul, de choisir potentiellement les bons aliments pour notre santé au lieu de se diriger directement vers le premier, le sac de chips qui était près de l'armoire. On va passer maintenant en milieu de travail. Comment on peut mettre en place, au niveau du programme santé, comment on peut intégrer la présence attentive, comment on peut intégrer la méditation? C'est certain que la méditation demeure une pratique individuelle et personnelle. À ce moment-là, l'employeur peut quand même jouer un rôle et comment il peut favoriser donc les bonnes habitudes de vie, mais les bonnes habitudes alimentaires également de ses employés et cultiver plus de présence attentive pour sortir du mode survie. Donc, imaginons une entreprise où on y va dans un monde idéal, imaginons une entreprise où la pleine conscience fait partie de la culture d'entreprise. On va parler alors d'une entreprise, on va appeler ça, en anglais, j'aime bien le terme mindful business ou mindful leadership. Donc, on veut vraiment une pratique d'affaires qui permet la pleine conscience à travers les pratiques. Non pas seulement dans le programme santé, mais littéralement dans les pratiques de gestion également, qui fait en sorte que ça devient une culture d'entreprise. À ce moment-là, les hauts dirigeants vont endosser l'approche, ils vont en faire la promotion. Dans les pratiques de gestion, dans les différentes équipes, ça va aussi être parlé, être discuté. Donc, les pratiques de gestion vont concorder avec les pratiques de présence attentive, mais également de bienveillance en milieu de travail avec les collègues. Et les employés se trouvent à avoir des opportunités de développer des réflexes et de mettre en place des pratiques comme ça individuelles. Donc, je suis consciente que c'est peut-être pas la réalité dans toutes les entreprises, mais je vous dirais que pour implanter un programme quand même dans lequel il y a de la présence attentive et qu'on veut des résultats concrets, il faut minimalement que la direction, la haute direction soit impliquée et fasse la promotion de ces pratiques-là à l'interne et dans les pratiques de gestion également. Sinon, on agit un petit peu sur deux tableaux où les employés se mobilisent, ont des pratiques personnelles, mais après ça, si ce n'est pas impliqué dans les pratiques de gestion, bien, le stress, donc ça demeure toujours difficile de gérer son propre état à ce moment-là si les pratiques de gestion vont un petit peu à l'opposé finalement de ces approches-là. Les étapes que je propose pour faire un plan d'action, c'est premièrement de faire une analyse de besoins. Donc, on veut minimalement au début vraiment s'assurer de cibler les bons enjeux. Encore plus avec la loi 59 qui est maintenant en vigueur, avec les risques psychosociaux qui sont maintenant inclus là, dans un programme santé mieux-être, s'assurer de faire une bonne analyse de besoins.
On veut aussi, bien sûr, sonder les employés à savoir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui, eux, les intéresse, en plus des données qu'on peut avoir au niveau des programmes santé. On veut définir des indicateurs de performance, s'assurer que notre programme fonctionne et savoir après ça comment on peut l'adapter au fil du temps. On veut aussi cibler quelques thématiques annuelles. Moi, je propose toujours d'éviter d'aller dans une multitude de thématiques annuelles pour s'assurer du transfert des apprentissages. Donc, s'assurer que les gens ont le temps d'intégrer des nouvelles habitudes et que ça fasse une différence et qu'on en voit les résultats. Ensuite, on va concevoir le plan d'action, les initiatives à mettre en place dans le calendrier annuel. On va former des gestionnaires sur les bonnes pratiques en matière de santé, encore une fois au niveau des pratiques de leadership, s'assurer que les gestionnaires sont au courant de comment on peut s'assurer de maintenir la santé dans les équipes. On va aussi recruter des champions, donc des ambassadeurs qui vont nous aider à augmenter l'impact, puis tranquillement de transformer comme ça la culture organisationnelle. Et bien sûr, à la fin, comme on a défini nos indicateurs de performance, on va mesurer les résultats. Donc, ça demeure toujours quand même assez intangible parce qu'on est dans du soft skills, ce qu'on appelle. On développe différentes compétences, plus de savoir-être. Mais quand même, avec nos indicateurs, on devrait être en mesure de voir qu'est-ce qu'on a réussi à aller atteindre comme objectif et d'adapter le programme en conséquence d'une année à l'autre. Donc, si j'y vais un petit peu plus concrètement, un programme annuel, ça pourrait ressembler à quoi? C'est un peu le type de programmation que nous, on propose là, à nos clients. Premièrement, une fois qu'on a fait les étapes en amont qu'on vient juste de discuter, on peut commencer par un événement lancement. Ça permet de mesurer l'intérêt de différentes activités. Dans cet événement lancement-là, qui peut durer par exemple une semaine, un mois, on peut organiser différentes activités plus de type théorique, pratique, des exemples de focus group pour échanger, de créer un focus group donc entre des employés pour être en mesure d'échanger sur des nouvelles initiatives, qu'est-ce que les gens aimeraient voir mettre en place dans l'entreprise, essayer différentes choses et après ça, sonder, voir qu'est-ce que les gens ont aimé. Et ça nous permet d'avoir un événement lancement qui met de l'avant le fait qu'on veut miser sur une telle ou une telle thématique. Ensuite, on peut proposer des webinaires. Maintenant qu'on est en virtuel, en format hybride, bien, les webinaires sont tout adaptés pour réussir à rejoindre tous les employés. Et moi, j'aime bien dire 2 à 4 fois par année. Donc, soit on le fait 2 fois par année, par exemple à l'automne, à l'hiver, ou encore on suit les saisons et on fait un événement, donc un webinaire par saison. Le webinaire, évidemment, il va être un petit peu plus théorique, donc ça va amener les gens à mieux comprendre l'objectif derrière la thématique, en fait, d'aller un peu plus loin au niveau théorie. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est d'avoir une forme de parcours d'intégration sur les thématiques qui ont été retenues. Donc, si je donne l'exemple, on va faire un webinaire sur la gestion du stress, de l'anxiété. Bien, on peut ensuite faire un parcours d'intégration qui va constituer, par exemple, à des groupes de pratiques hebdomadaires, des capsules de e-learning, des rencontres d'échange où les gens vont pouvoir donc échanger entre pairs, donc être en mesure de discuter de ces sujets-là et voir comment on peut améliorer les choses au sein de l'équipe, personnellement, dans notre pratique personnelle. Donc, l'idée, on pense toujours au transfert, donc on veut s'assurer qu'on a compris. On a décidé de faire des choix, donc on a fait un plan d'action personnel et après ça, comment on peut s'assurer de l'intégrer dans le quotidien. On peut aussi avoir dans le programme annuel des activités de mobilisation, justement. Donc, cette espèce de parcours d'intégration-là, on peut le faire sous forme de défi. Un défi 30 jours où on met les gens en équipe et là, on peut faire en sorte que les gens se mobilisent pour dire « OK, mais ce mois-ci, le thème, c'est le stress. Comment on peut faire pour changer les pratiques dans l'équipe, nos pratiques individuelles? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la pleine conscience, la méditation pour mettre des choses en place? » Donc, les défis fonctionnent toujours très, très bien. Et au niveau du leadership, bien évidemment, au niveau des leaders, est-ce qu'on peut avoir un code de conduite bienveillant et de pleine conscience pour s'assurer qu'une fois qu'on implante un programme santé mieux-être, bien s'assurer aussi que ça soit cohérent, encore une fois, avec les pratiques de gestion. Donc, j'ai envie de vous proposer pour le tester. En fait, donc de tester qu'est-ce que ça donnerait une pratique lorsqu'on serait dans une conférence. Donc, par exemple, on a une réunion. On sait que, justement, les réunions peuvent être en présentiel, peuvent être en format hybride, peuvent être en virtuel. Donc, si on décide, par exemple, dans les pratiques de gestion, d'intégrer dans les outils qu'on propose aux employés, on peut proposer différentes capsules, différentes classes, différents cours, comme on a vu tout à l'heure.
Mais on peut aussi choisir qu'à chaque début de réunion, on fait une pratique de pleine conscience, de présence attentive, pour aider les gens à se déposer et à vraiment être 100% présents à la réunion qui vient. Donc, je vous propose de l'essayer. Alors, je vais vous inviter on va rester assis, donc restez assis devant votre ordinateur. Prenez le temps de venir fermer les yeux et imaginez-vous, justement, arriver, vous connecter à la réunion. Si la réunion est virtuelle, vous vous connectez à la réunion. Si vous arrivez en personne dans une salle de réunion, vous entrez dans la salle de conférence, vous dites bonjour à tout le monde, vous vous asseyez. Et au moment de commencer, on va venir fermer les yeux. Donc, en position assise, je vous invite à vous concentrer simplement sur les différentes parties du corps qui sont en contact avec votre chaise. Prenez conscience du dos qui est appuyé sur le dossier de la chaise ou non. Prenez conscience du bassin qui est déposé sur l'assise de la chaise. Concentrez-vous maintenant sur les pieds qui sont en contact avec le sol. Et concentrez-vous sur les mains qui sont peut-être déposées sur les cuisses. Et voyez si à partir d'ici, vous pouvez simplement imaginer que tous les points qui touchent la chaise ou le sol sont vos points d'ancrage. Et imaginez qu'à partir de ce point d'ancrage, vous pouvez relâcher tout le poids du corps dans ces points d'ancrage. Ensuite, portez l'attention sur votre respiration. Donc, placez l'attention juste à l'entrée des narines et faites juste observer l'air qui entre, l'air qui sort. C'est une sensation qui est subtile, mais vous allez peut-être noter que lorsque vous inspirez, l'air est plus frais que lorsque vous expirez. Maintenez votre attention sur la respiration juste pour observer le rythme de la respiration, qui est un outil très intéressant parce qu'on respire 24 heures sur 24. Si vous notez que votre respiration elle est plus tendue, plus courte, essayez de voir si vous pouvez l'allonger un peu et potentiellement la ralentir. Amenez votre concentration maintenant sur le flux des pensées. Donc, observez les pensées qui circulent. Observez si peut-être vous allez noter que les pensées vont très, très vite, donc vous passez d'une pensée à l'autre. Ou si vous avez l'impression qu'il y a de l'espace qui peut se créer entre les pensées qui circulent. Si l'esprit est très agité, pensez simplement pour les prochaines secondes à répéter mentalement « j'inspire et j'expire » en suivant le rythme de votre respiration. En plaçant son attention sur la répétition mentale, donc sur le fait de répéter des mots mentalement, ça facilite le processus de pensée de se ralentir parce qu'il est difficile de répéter quelque chose mentalement et de penser en même temps. Vous pourriez aussi également compter, par exemple, vos respirations de 1 à 5, de 5 à 1. Revenez vous concentrer maintenant sur la respiration. Est-ce que la respiration est toujours calme, lente? Êtes-vous en mesure de ressentir toujours le poids du corps dans la chaise, le relâchement des épaules, du visage? Et lorsque vous êtes prêt tranquillement, ouvrez les yeux.
Donc, bien sûr, je vous invite, lorsqu'on est dans une réunion, à laisser les gens sortir tranquillement. Et même si peut-être que l'effet premier est de sentir qu'on est peut-être plus fatigué, je vous assure que cette pratique-là a simplement ramené un petit peu l'équilibre au niveau du système nerveux. Et à ce moment-là, bien, la concentration est favorisée, la créativité est favorisée pour la réunion qui s'en vient. Donc, j'espère que vous avez aimé l'expérience. Alors, en conclusion, bien, merci beaucoup de cette opportunité-là pour présenter. Si vous voulez suivre les différentes, de Zen et compagnie, si vous voulez suivre les différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. On est présent sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez connecter directement avec moi sur LinkedIn, bien, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour implanter un programme en milieu de travail, ça me fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. Merci.